Il y a 2 ans, lorsque Delphine m'a appelé en larmes pour m'annoncer qu'il se faisait expulser de leur appartement parce que le nouveau propriétaire vendait l'immeuble, je n'ai pas hésité une seconde. Bien sûr, venez, ai-je dit. La maison est grande. Il y a assez de place pour tout le monde. Alain est mon fils cadet, et Chloé et Léo sont mes petits-enfants. La famille, c'est la famille. Je me souviens de leur arrivée, un soir pluvieux d'octobre. Alain transportait des cartons depuis la camionnette qu'ils avaient louée, et Delphine se tenait dans le couloir de ma maison, regardant autour d'elle comme si elle évaluait un achat. Les enfants couraient dans les pièces, profitant de l'espace après leur appartement exigu de 2 pièces. « Maman, on t'est tellement reconnaissant », m'a dit Alain en me serrant dans ses bras. « C'est juste pour quelques mois, le temps qu'on trouve quelque chose de convenable. » Delphine a hoché la tête, mais j'ai remarqué avec quelle attention elle étudiait mes meubles, la disposition des pièces et la taille des fenêtres. À l'époque, cela m'a semblé naturel. Elle voulait simplement voir comment organiser au mieux leurs affaires. Les premières semaines se sont écoulées tranquillement. Je leur ai cédé l'étage supérieur, qui comprenait 2 chambres et une petite salle de bain. Je suis restée en bas, dans ma chambre à côté de la cuisine. Nous ne parlions pas beaucoup. Alain travaillait dans un garage du matin au soir. Delphine cherchait du travail après avoir été licenciée de la clinique dentaire, et les enfants étaient à l'école. Mais au bout d'1 mois, de petits changements ont commencé à s'opérer. D'abord, Delphine a réorganisé les meubles du salon. « Bernadette, ça ne te dérange pas ?» a-t-elle demandé, tout en déplaçant déjà mon canapé préféré de la fenêtre vers le mur. « C'est juste plus pratique pour que les enfants fassent leurs devoirs. » Je n'ai pas protesté. Après tout, si c'était plus pratique pour eux, pourquoi pas? Le canapé était près de la fenêtre depuis 15 ans, depuis que mon mari l'Y avait mis. C'était peut-être le moment de changer. Ensuite, ma nappe préférée a disparu de la table de la cuisine, celle que ma mère avait brodée. Elle a été remplacée par une toile cirée vive avec des motifs enfantins. « Les enfants mangent », a expliqué Delphine quand je me suis prudemment enquise. « Ils vont salir ta belle nappe. Il vaut mieux la ranger pour la préserver. » La nappe a été rangée dans un placard, et je ne l'ai jamais revue. En hiver, Delphine a trouvé un poste d'administratrice dans une clinique privée. Le salaire était correct, et elle et Alain ont recommencé à parler de trouver bientôt leur propre logement. Mais l'hiver est passé, le printemps est arrivé, et les discussions sur le déménagement se sont tues d'elles-mêmes. À ce moment-là, beaucoup de choses avaient changé dans la maison. Une immense télévision est apparue dans le salon, qu'Alain avait ramenée après une réparation réussie. Le client l'avait payée en électroménager au lieu d'argent. Ma vieille télévision a été déplacée dans ma chambre. « Ce sera mieux pour toi, tu pourras regarder tes émissions en paix », a expliqué Delphine. « Les enfants et moi ne te dérangerons pas. » Le réfrigérateur s'était également transformé. Mes provisions habituelles, fromage blanc, yaourt, salade, légumes avaient été repoussés pour faire de la place aux yaourts pour enfants, aux plats préparés et au soda. Delphine faisait les grosses courses 1 fois par semaine, et peu à peu, le réfrigérateur a commencé à refléter ses goûts plutôt que les miens. « Bernadette, est-ce qu'on a de la mayonnaise ?» demandait-elle en fouillant parmi les bocaux et les sacs. « On a », cette expression est apparue sans crier gare, mais c'est solidement ancré dans le vocabulaire de Delphine. « On n'a plus de pain. On a des invités aujourd'hui. On a les enfants qui sont malades. » J'avais travaillé comme infirmière pendant 38 ans et j'étais habituée à l'ordre et au calme. Après la mort de mon mari il y a 3 ans, la maison me semblait trop grande et vide. Au début, j'ai donc même apprécié le bruit de la famille, les rires des enfants, les pas dans l'escalier, le son de la télévision. Tout cela me rappelait l'époque où mes propres fils étaient petits. Mais progressivement, j'ai commencé à remarquer que mon opinion était de moins en moins prise en compte dans la maison. Alors qu'auparavant, Delphine demandait si elle pouvait inviter une amie à prendre un café. Elle annonçait maintenant simplement que Sylvie viendrait avec les enfants demain. Mes tentatives d'écouter de la musique classique étaient accueillies par des regards désapprobateurs. Léo pouvait changer la radio pour mettre sa station à tout moment, sans même demander si j'écoutais quelque chose de particulier. « Mamie, c'est ennuyeux, cette musique », disait-il. Et Delphine ne disait pas un mot. En été, la situation s'est aggravée. Delphine a décidé de réaménager le jardin. Mes roses préférées, que je cultivais depuis plus de 10 ans, ont été arrachées et remplacées par une aire de jeu. Les enfants ont besoin d'un endroit pour jouer, a-t-elle dit lorsque j'ai découvert un tas de buissons jetés derrière l'abri de jardin. Tu peux planter les roses ailleurs. Il n'y avait pas d'autre endroit.
À la place des roses, il y avait une balançoire et un bac à sable câlin avait construit avec des planches pendant le week-end. L'automne dernier, j'ai réalisé que je vivais dans ma propre maison comme une invitée. Mon emploi du temps était ajusté à la routine de la famille. Mes habitudes étaient considérées comme les lubies d'une personne âgée que l'on pouvait ignorer. Mes affaires disparaissaient progressivement ou étaient déplacées dans des endroits où je ne pouvais pas les trouver. Quand j'ai cherché ma tasse préférée, la seule dans laquelle j'avais l'habitude de boire mon thé du matin, Delphine a haussé les épaules. Elle s'est probablement cassée. On a des enfants. Tout peut arriver. Mais la tasse n'était pas cassée. Je l'ai retrouvée une semaine plus tard au fond du placard de la cuisine, derrière les pots de confiture. Apparemment, quelqu'un avait décidé qu'une tasse était de trop dans la cuisine. À l'approche de l'hiver, la situation était devenue totalement insupportable. Delphine a commencé à faire des remarques sur l'état de la maison. « Bernadette, pourrais-tu nettoyer derrière toi ?» disait-elle en trouvant ma tasse et mon assiette dans l'évier après le petit déjeuner. J'avais nettoyé derrière moi toute ma vie, mais maintenant, chaque cuillère laissée en évidence devenait une raison de parler de l'importance de garder la maison propre quand des enfants y vivaient. Alain préférait rester silencieux dans ces situations. Il rentrait fatigué du travail, dînait et regardait la télévision. Les conflits familiaux lui pesaient, et il choisissait toujours la voie de la moindre résistance, donnant raison à sa femme et me demandant de ne pas prêter attention aux petites choses. « Maman, tu comprends, Delphine est fatiguée du travail. Les enfants demandent de l'attention, disait-il. Sois patiente. On trouvera bientôt notre logement. » Mais pour une raison quelconque, la recherche de leur propre maison n'avançait pas. Chaque fois que je m'enquérais prudemment de leur projet, Delphine répondait qu'ils n'avaient encore rien trouvé de convenable, ou que les prix étaient trop élevés, ou que les quartiers ne convenaient pas. Quentin, mon fils aîné, venait rarement, une fois tous les 3 ou 4 mois, le week-end. Il travaillait comme ingénieur pour une grande entreprise dans la grande ville voisine, était occupé par ses projets et n'avait pas de famille. Quand il venait à la maison, l'atmosphère s'allégeait un peu. Delphine se comportait de manière plus réservée, les enfants étaient plus calmes et Alain essayait de passer plus de temps avec sa famille. « Comment vas-tu, maman ?» demandait Quentin, et je répondais toujours que tout allait bien. Que pouvais-je dire? Que je me sentais comme une étrangère dans ma propre maison. Que ma belle-fille me chassait progressivement de mon propre territoire. Cela aurait sonné comme les plaintes d'une vieille femme qui ne s'entendait pas avec ses proches. C'était peut-être le cas. Peut-être étais-je devenue trop exigeante et conservatrice. Peut-être aurais-je dû être heureuse que la maison soit pleine de vie au lieu de m'accrocher à de vieilles habitudes. Mais la nuit, allongée dans ma chambre et écoutant les bruits de pas, de conversation et de rire à l'étage, je savais que quelque chose n'allait pas. La maison qui avait été mon foyer pendant plus de 20 ans devenait étrangère, et je ne savais pas comment l'arrêter. Au printemps de cette année-là, quelque chose a finalement craqué. Delphine ne demandait plus la permission pour quoi que ce soit. Elle me mettait simplement devant le fait accompli, et le ton de sa voix n'admettait aucune objection. En avril, elle a annoncé qu'elle inviterait ses amis à prendre le café le samedi. Elle n'a pas demandé si cela me convenait ou si j'avais des projets pour le week-end. Elle l'a simplement déclaré comme si c'était une affaire entendue. « Les filles ont besoin de conversations normales », a-t-elle dit en sortant mon plus beau service à thé du placard. Les cafés coûtent cher et c'est plus confortable à la maison. La première réunion a eu lieu dans le salon. 5 femmes assises sur mes canapés discutaient de travail, d'enfants, de mari. Elles parlaient fort et riaient encore plus fort. Je me suis enfermée dans ma chambre avec un livre, mais la conversation parvenait jusqu'à moi. « On a une maison si spacieuse », ai-je entendu la voix de Delphine. « Enfin, on peut recevoir des invités correctement chez nous. » Encore ce mot. Chez nous. Une semaine plus tard, ses amies sont revenues. Et cette fois, elles ont investi non seulement le salon, mais aussi la cuisine. Quand j'ai essayé de me préparer à déjeuner, l'une d'elles, une femme corpulente aux cheveux teints, m'a regardé comme si je dérangeais les propriétaires de la maison. « Sylvie, je te présente Bernadette. » La mère d'Alain m'a présenté Delphine. « Bernadette, pourrais-tu manger plus tard ? On est en pleine discussion, là. » Je suis retournée dans ma chambre le ventre vide. Dans ma propre maison, on me demandait d'attendre pour déjeuner parce que les invités étaient plus importantes. Progressivement, ces réunions ont commencé à avoir lieu non seulement le samedi. Les amis de Delphine débarquaient en semaine, restaient pour dîner et s'attardaient parfois jusque tard dans la nuit. La maison était remplie de voix inconnues,
d'odeurs de cosmétiques étrangers et du bruit des talons sur mon parquet. Mes timides tentatives d'exprimer mon mécontentement se heurtaient à un mur d'incompréhension. « Bernadette, ne sois pas si puérile, » disait Delphine. « Les gens ont besoin de socialiser. Ou tu veux qu'on reste enfermé ici comme en prison ?» Alain soutenait sa femme. « Maman, quel est le problème ?» demandait-il, surpris. Les femmes se sont réunies et ont discuté. « Elle ne te dérange pas. » Mais si, elle me dérangeait. Elle me dérangeait parce que je ne pouvais pas regarder la télévision tranquillement dans le salon, car des étrangères s'y promenaient. Elle me dérangeait parce que le réfrigérateur était vidé après chaque visite. Les invités n'hésitaient pas à se servir. Elle me dérangeait parce que je me sentais comme un témoin indésirable de la vie de quelqu'un d'autre dans ma propre maison. En mai, la situation s'est encore détériorée. Delphine a commencé à faire des commentaires sur mon comportement dans la maison. « Bernadette, pourrais-tu s'il te plaît ne pas mettre la musique si fort ?» disait-elle quand j'écoutais de la musique classique dans ma chambre. « Les enfants doivent faire leurs devoirs. » La musique était moins forte que la télévision dans le salon. Mais Delphine estimait que tout bruit que je faisais perturbait la vie de famille. « Et autre chose, » a-t-elle poursuivi. « Pourrais-tu ne pas laisser tes pilules sur la table de la cuisine ? Les enfants pourraient les prendre accidentellement. » Mes médicaments pour la tension artérielle étaient dans une petite boîte à côté de la salière. C'était pratique pour moi de me souvenir de les prendre avec mes repas. Maintenant, selon Delphine, c'était un danger pour les enfants qui avaient déjà 12 et 9 ans. « En fait, ce serait bien que tu nettoies derrière toi, » a-t-elle ajouté en voyant ma tasse dans l'évier. « Notre maison doit être bien rangée. » Notre maison, pas la mienne, pas la maison où elle vivait temporairement depuis 2 ans, mais la nôtre. Ces commentaires étaient particulièrement blessants quand les enfants étaient là. Chloé et Léo s'étaient habitués à ce que leur mère gronde leur grand-mère, et c'était devenu la norme pour eux. Parfois, ils commençaient même à répéter les phrases de leur mère. « Mamie, maman dit que tu ne peux pas laisser d'assiette dans l'évier », disait Léo quand je n'avais pas eu le temps de faire la vaisselle tout de suite. « Mamie, pourquoi ça sent les vieux dans ta chambre ?» demandait Chloé, et je pouvais clairement entendre les mots d'un adulte dans sa question. Les enfants ne me voyaient plus comme une grand-mère qui les gâtait et les protégeait. J'étais devenue une sorte de tante qui vivait dans leur maison et qui causait parfois des désagréments. En juin, Delphine a décidé de changer le planning des lessives. « Bernadette, mettons-nous d'accord », a-t-elle dit en me surprenant dans la salle de bain avec un panier de linge. « Tu feras la lessive le lundi et le jeudi, et nous les autres jours, sinon c'est le désordre. » La machine à laver était la mienne, achetée avec ma retraite, mais maintenant je devais coordonner son utilisation. « Et autre chose, » a-t-elle ajouté, « ne charge pas la machine à moitié. Ce n'est pas économique. Il vaut mieux accumuler plus de linge. » Moi, qui avais fait la lessive selon mes besoins toute ma vie, on me dictait maintenant les règles d'utilisation de mes propres appareils dans ma propre maison. Les tentatives de parler à Alain étaient vaines. Mon fils était fatigué du travail et voulait la paix et la tranquillité en rentrant. Les disputes familiales l'agaçaient. « Maman, pourquoi cherches-tu la petite bête ?» disait-il. « Delphine a raison. Il doit y avoir de l'ordre dans la maison, surtout maintenant que nous vivons tous ensemble. »« Alain, mais c'est ma maison, » ai-je timidement objecté. « Et alors ?» s'est-il étonné. « Nous sommes une famille. C'est mal que la maison soit pleine de vie ? Je me souviens que tu te plaignais toujours qu'il y avait trop de silence après la mort de papa. » Il avait raison. Je m'étais plainte du silence et du vide. Mais je n'avais pas réalisé que la vie de famille signifierait perdre complètement le contrôle de mon propre espace. « Maman, sois heureuse que tes petits-enfants grandissent près de toi, » a poursuivi Alain. « Beaucoup de grand-mères en rêvent, et toi, tu es toujours insatisfaite. » Mes petits-enfants étaient en effet tout près, mais ma relation avec eux avait radicalement changé. Avant, quand ils venaient en visite, j'étais spéciale pour eux. La grand-mère qui leur permettait de faire des choses que leurs parents interdisaient. Qui leur achetait des bonbons et écoutait leurs secrets. Maintenant, je faisais partie de leur routine quotidienne, et pas la partie la plus importante. Ils ne venaient me voir que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Pour demander de l'argent pour une glace ou pour trouver quelque chose dont ils avaient besoin. « Mamie, donne-moi 5 €, disait Léo sans lever les yeux de son téléphone. « Mamie, où est maman ?» demandait Chloé quand elle avait besoin de quelque chose. Pas de conversation confidentielle, pas de promenade ensemble, pas d'histoire avant de dormir. J'étais devenue le personnel de service dans la maison où mes petits-enfants grandissaient. En été,
Delphine s'est finalement sentie comme la maîtresse de maison. Elle a commencé à inviter non seulement ses amis, mais aussi ses collègues de travail, des voisins avec des enfants et des parents éloignés. Ma sœur vient avec sa famille aujourd'hui, annonçait-elle sans me demander mes projets. Ils dormiront dans le salon. Mon salon s'est transformé en un lieu de passage. Les gens y dînaient, regardaient des films, jouaient avec les enfants et dormaient. Je ne pouvais plus y entrer sans frapper, de peur que quelqu'un ne soit en train de se changer ou de dormir. En août, un événement a finalement clarifié ma position dans la maison. J'ai invité ma vieille amie Mireille à déjeuner. Nous ne nous étions pas vus depuis des mois et voulions discuter et nous remémorer de vieux souvenirs. Delphine a très mal réagi à la nouvelle. « Bernadette, on fait le ménage aujourd'hui », a-t-elle dit. « Et tu aurais dû me prévenir à l'avance. Les enfants ont l'habitude de se détendre dans le salon après l'école. » « Mais Mireille est déjà en route, ai-je répondu, décontenancée. Nous nous étions mises d'accord hier. « Eh bien, installez-vous dans la cuisine », a gracieusement permis Delphine, mais pas pour longtemps. Mireille est arrivée, et nous nous sommes effectivement assises dans la cuisine comme deux domestiques autorisés à boire du thé pendant leurs heures de travail. Delphine faisait un bruit assourdissant avec l'aspirateur dans le salon. Les enfants regardaient des dessins animés à plein volume, et il était impossible d'avoir une conversation normale. « Quelque chose ne va pas ici », a remarqué Mireille en partant plus tôt que prévu. Je ne savais pas quoi lui dire. Expliquer que je ne pouvais pas recevoir une amie dans mon propre salon? Que ma belle-fille considérait mes projets moins importants que le repos des enfants. Après cet incident, j'ai compris qu'il était temps de changer quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Septembre a commencé, pluvieux et froid. Le chauffage a été allumé dans la maison. Et j'ai senti qu'un autre long hiver approchait dans cette atmosphère étrange de tension et de non-dit. C'est alors que j'ai décidé d'organiser un petit goûter avec mes amis. Nous ne nous étions pas vus depuis longtemps. Et je voulais avoir une conversation normale dans une atmosphère détendue. J'avais prévu d'inviter Mireille, Madame Dubois-Dax en grave côté, et Claire, mon ancienne collègue de l'hôpital. Rien de spécial, juste un goûter dominical ordinaire comme nous en avions l'habitude avant que la maison ne se remplisse de résidents permanents. Jeudi soir, j'ai abordé Delphine qui faisait la vaisselle après le dîner. « Delphine, je voudrais inviter quelques amis pour le thé dimanche », ai-je dit prudemment. 3 d'entre elles, pour quelques heures. Nous nous installerons dans le salon et ne dérangerons pas. Elle n'a pas répondu tout de suite, continuant de frotter une assiette comme si elle voulait en effacer le motif. « Dimanche » a-t-elle finalement demandé. « Quoi? Pas un autre jour? » Eh bien, tout le monde est occupé en semaine. Elle travaille. Et le samedi, le petit-fils de Mireille vient la voir. Delphine a posé l'assiette dans l'égouttoir et s'est tournée vers moi. Son visage montrait une irritation mal dissimulée. « Bernadette, sais-tu que c'est l'anniversaire de Chloé dimanche? » J'ai été prise de court. L'anniversaire de ma petite fille était à la mi-octobre. Je m'en souvenais clairement, mais je n'ai pas insisté. Et si ma mémoire me faisait défaut? Non, je ne savais pas. Peut-on le faire samedi alors? Le samedi, on fait le ménage, et en plus, les enfants ont l'habitude de se détendre dans le salon le week-end. C'est leur maison aussi. La phrase a flotté dans l'air, et nous avons toutes les deux senti son poids. D'accord, ai-je dit doucement. Alors je le déplacerai au week-end prochain. Delphine a hoché la tête et est retournée à sa vaisselle, et je suis allée dans ma chambre avec une sensation désagréable dans l'estomac. Quelque chose dans son ton, dans la façon dont elle a dit « la maison des enfants », m'a fait me sentir comme une mendiante dans ma propre maison. Mais le lendemain, il s'est avéré qu'il n'y avait aucune fête d'anniversaire prévue pour Chloé le dimanche. De plus, lorsque j'ai prudemment interrogé ma petite fille à ce sujet, elle a répondu avec surprise. « Mamie, mon anniversaire est en octobre. Tu le sais bien. » Donc, Delphine ne voulait tout simplement pas que j'invite ses amis. Mais pourquoi ne pas le dire? Vendredi soir, j'ai de nouveau approché ma belle-fille. « Delphine, pouvons-nous le faire dimanche prochain? J'ai déjà prévu avec mes amis. » Elle a levé les yeux de son téléphone, dans lequel elle était absorbée, et m'a regardé avec un mécontentement à peine dissimulé. « Bernadette, pourquoi m'harcèles-tu? Tu as des projets tous les week-ends. La famille a aussi besoin de temps ensemble. Mais tu reçois tes amis presque tous les samedis, ai-je osé objecter. Et je ne demande qu'une fois par mois. C'est complètement différent, a rétorqué Delphine. Mes amis sont des amis de la famille.
Tes vieilles dames ne font que bavarder et se plaindre de la vie. Vieille dame. Mireille avait 58 ans, Madame Dubois 61, et Claire 59. C'étaient des femmes ordinaires, actives ou jeunes retraitées, mes pères et mes amis. Mais pour Delphine, nous étions toutes de vieilles femmes qui ne faisaient que commérer. Très bien, ai-je dit, sentant le ressentiment monter en moi. Alors je déplacerai la réunion dans la cuisine. La cuisine. Delphine a ri. Mais c'était un rire désagréable, méprisant. Bernadette, c'est quoi cette histoire de maternelle? 4 femmes dans une petite cuisine à boire du thé dans des verres. Elle avait raison. La cuisine était petite, exiguë pour 4 personnes. Mais je ne voyais pas d'autre option. Samedi matin, en nettoyant le salon, j'ai entendu Delphine parler au téléphone avec son amie Sylvie. « Viens demain. »« Ne t'inquiète pas », a-t-elle dit. « Amène les enfants aussi. Les nôtres pourront jouer ensemble. On passera un bon moment. On discutera. » Donc, Delphine avait aussi des projets pour le salon le dimanche, et elle le savait très bien quand elle m'a refusé. Samedi soir, j'ai essayé de parler à Alain. « Mon fils, puis-je inviter mes amis demain? Nous serons calmes et ne dérangerons personne. » Alain était allongé sur le canapé, regardant le football. Sans quitter l'écran des yeux, il a marmonné. « Maman, parle à Delphine. C'est une affaire de femme. J'ai parlé avec elle, mais elle trouve toujours des raisons de refuser. » Eh bien, alors il y a des raisons. Nous vivons tous dans la même maison. Nous devons tenir compte de tout le monde. La même maison. Mon fils considérait aussi ma maison comme un espace partagé où mon opinion n'était qu'une parmi d'autres, et pas la plus importante. Dimanche matin, je me suis levée tôt, j'ai préparé un gâteau et mis la table dans la cuisine. Mes amis devaient arriver à 14 heures. À 13 heures, Mireille a appelé. « Bernadette, on va s'asseoir dans le salon, n'est-ce pas? Claire a mal au dos et elle ne sera pas à l'aise sur la chaise dure. » J'ai promis de m'en occuper et je suis partie à la recherche de Delphine. Je l'ai trouvée dans la salle de bain, en train de se faire les ongles. « Delphine, pouvons-nous nous asseoir dans le salon après tout? Claire a des problèmes de dos et ce sera difficile pour elle dans la cuisine. » Delphine n'a pas levé les yeux, continuant d'appliquer soigneusement le vernis à ongles. « Non, on ne peut pas. Je t'ai dit que Sylvie venait avec les enfants aujourd'hui. On utilise le salon. Mais elles ne sont pas encore là, ai-je dit, confuse. Peut-être qu'on peut s'installer avant leur arrivée. » Bernadette, Delphine a finalement levé les yeux sur moi comme si j'étais une enfant agaçante. « Je ne veux pas que toute la maison sente le parfum de tes vieilles dames. Sylvie amènera les enfants et vous serez là, 4 vieilles femmes assises à discuter de leur maladie. Ce sont mes amis, ai-je dit doucement. Et nous ne parlons pas seulement de maladie. Ouais, c'est ça. Sur le fait que les jeunes sont mauvais de nos jours et que les choses allaient mieux avant, a ricané Delphine. Je connais ces conversations par cœur. À ce moment-là, quelque chose en moi a craqué. C'était peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ou peut-être que c'était juste trop de ressentiments accumulés au cours des 2 dernières années. Delphine, ai-je dit en essayant de paraître calme. C'est ma maison. J'y vis depuis 23 ans, et j'ai le droit d'inviter mes amis dans mon salon. Elle s'est levée brusquement, renversant le flacon de vernis à ongles. Un liquide rouge s'est répandu sur le dessus de table blanc. Merde, a-t-elle juré en attrapant des serviettes en papier. Tu vois ce qui arrive quand tu viens avec tes exigences. Je suis désolée, je ne voulais pas. Tais-toi, a explosé Delphine, sa voix devenant aiguë et colérique. J'en ai marre de toi et de tes amis. Chaque semaine, c'est la même chose. Je veux aller ici. Je veux aller là. Ce n'est pas pratique. Ça ne me plaît pas. Elle a essuyé le vernis, mais la tache n'a fait que s'étaler, devenant plus grande. Nous vivons ici. Tu comprends? Nous vivons ici. Nous avons des enfants. Nous avons notre propre vie, nos propres projets. Et tu t'immisces toujours avec tes caprices. Ce ne sont pas des caprices, ai-je essayé d'argumenter. Je veux juste voir mes amis de temps en temps. Voir tes amis. Delphine m'a imité. Quoi? Tu ne peux pas les rencontrer dans un café ou aller te promener dans le parc. Faut-il que ce soit ici, dans la maison où des gens vivent? Mais c'est ma maison. Non, a hurlé Delphine si fort que j'ai reculé. Ce n'est pas ta maison. C'est notre maison. Nous vivons tous ici et tu n'as pas le droit de dicter les règles. Le cri était si fort que la maison est devenue silencieuse.
La télévision dans la chambre des enfants s'est tue. La musique à l'étage s'est arrêtée. Même le bruit de la rue semblait s'estomper. Delphine se tenait devant moi, rouge de rage, respirant lourdement. Ses mains tremblaient. « Retiens ça une bonne fois pour toutes », a-t-elle dit, sa voix plus basse, mais toujours empreinte de colère. Nous vivons ici sur un pied d'égalité. Et si quelque chose ne te plaît pas, alors le problème vient de toi, pas de nous. Je suis restée silencieuse. Une boule s'est formée dans ma gorge, et mes yeux me piquaient à cause des larmes que j'essayais de retenir. Et de toute façon, a ajouté Delphine, décidant apparemment de finir ce qu'elle avait à dire. Il est temps que tu comprennes que la vieillesse n'est pas une excuse pour exiger un traitement spécial. Nous essayons tous de vivre en paix, mais tu crées toujours des conflits. Elle a quitté la salle de bain, claquant bruyamment la porte. Je suis restée seule, fixant la tache rouge de vernis à ongles qui s'étalait lentement sur la surface blanche. Une demi-heure plus tard, j'ai rappelé mes amis et annulé la réunion, prétextant que je ne me sentais pas bien. Ce n'était pas un mensonge. Je me sentais vraiment très mal. Le soir, des rires et des conversations se sont de nouveau fait entendre dans la maison. Sylvie est arrivée avec ses 2 enfants. Le salon était rempli des sons d'un groupe joyeux. Delphine était une hôtesse charmante, servant ses invités, leur faisant visiter la maison et leur racontant comment elle s'était installée. J'étais assise dans ma chambre, écoutant les bruits et pensant à ce qui s'était passé ce matin-là. Delphine avait crié que ce n'était pas ma maison. La maison que j'avais achetée avec mon mari, où j'avais élevé mes enfants, où j'avais enterré mon mari, et où je m'étais réjouie de la naissance de mes petits-enfants. Pas ma maison. Je n'ai pas pu dormir pendant longtemps cette nuit-là. J'étais allongée dans le noir et je réfléchissais à ce que je devais faire. Bien sûr, je pouvais essayer de parler à nouveau à Alain, lui expliquer ce qui se passait, mais que pouvais-je expliquer? Que je me sentais comme une étrangère dans ma propre maison. Que ma belle-fille me considérait comme un fardeau. Mon fils aimait sa femme et les enfants étaient habitués à un certain mode de vie. Il serait égoïste de détruire la famille à cause de mes propres griefs. Mais continuer à vivre dans cette atmosphère devenait insupportable. Peut-être que Delphine avait raison et qu'il était temps pour moi d'admettre que la famille avait besoin de son propre espace. Peut-être que je devrais vraiment penser à déménager dans un endroit où je serais la maîtresse de maison, pas une locataire tolérée. Ces pensées m'effrayaient. La maison était tout ce qu'il me restait de ma vie d'avant, de mon temps avec mon mari. Elle contenait nos souvenirs communs. C'était là que je sentais sa présence. Comment pouvais-je abandonner tout ça? Mais d'un autre côté, à quoi bon les souvenirs si le présent s'était transformé en une lutte constante pour le droit d'exister dans son propre espace? Après cette dispute avec Delphine, j'ai passé plusieurs nuits blanches à réfléchir à la situation. Les mots « ce n'est pas ta maison » résonnaient dans ma tête comme une mélodie agaçante dont je ne pouvais me défaire. Mercredi, j'avais pris ma décision. Je devais découvrir quelles étaient mes options. Jeudi matin, quand tout le monde était parti au travail, j'ai sorti les documents de la maison du placard. L'acte de propriété était à mon nom depuis le décès de mon mari. Légalement, la maison n'appartenait qu'à moi, mais les subtilités juridiques comptaient peu quand on se sent comme un invité indésirable chez soi. J'ai trouvé plusieurs agences immobilières dans l'annuaire et j'en ai choisi une dans le centre-ville, loin de notre quartier. Je ne voulais pas que mes connaissances découvrent mes projets à l'avance. J'avais peur d'appeler. Ma main tremblait en composant le numéro. Agence immobilière Nouveau Foyer. Comment puis-je vous aider? Bonjour. J'ai raclé ma gorge, ma voix me semblant inconnue. J'aurais besoin de conseils pour une estimation de maison. Bien sûr. Qu'est-ce qui vous intéresse exactement? J'ai une maison individuelle et j'aimerais connaître sa valeur marchande. La femme à l'autre bout du fil était polie et professionnelle. Nous avons convenu d'un rendez-vous le lendemain à leur bureau. J'ai noté l'adresse et l'heure et j'ai caché le bout de papier au fond de mon portefeuille. Toute la journée du vendredi, j'étais nerveuse, imaginant des explications au cas où quelqu'un de ma famille me demanderait où j'allais, mais personne n'a demandé. Delphine était occupée avec son travail et les enfants, et Alain était au garage à réparer la voiture de quelqu'un. Personne ne semblait remarquer mon absence de quelques heures. L'agence immobilière était située dans un petit bureau au 2e étage d'un centre d'affaires. J'ai été accueillie par une femme d'une 40aine d'années qui s'est présentée comme étant Patricia Morin. « Parlez-moi de votre maison », a-t-elle demandé, m'installant dans un fauteuil en face de son bureau. J'ai décrit la maison. 2 étages, 4 chambres, 2 salles de bain, un salon, une cuisine et un petit jardin. Construite dans les années 80,
Elle était en bon état avec toutes les commodités en état de marche. C'est un quartier calme, ai-je ajouté. Il y a une école et un arrêt de bus à proximité, et ce n'est qu'à 15 minutes du centre-ville en transport en commun. Patricia prenait des notes, posant de temps en temps des questions pour clarifier. Puis elle a sorti une calculatrice et a calculé quelque chose pendant un moment. L'estimation préliminaire se situe entre 220 000 et 240 000 euros, a-t-elle finalement dit. Nous pourrons vous donner un chiffre plus précis après une inspection. Le montant me semblait énorme. Mon mari et moi avions acheté cette maison pour 45 000 euros. Et même à l'époque, il nous semblait que nous contractions un prêt immobilier impayable. En combien de temps les maisons comme celle-ci se vendaient habituellement, ai-je demandé. Avec le bon prix, entre 1 et 3 mois, mais le marché est assez actif en ce moment, donc ça pourrait être plus rapide. J'ai demandé des informations sur ce que nous pourrions acheter pour cet argent. Patricia m'a donné plusieurs brochures avec des offres d'appartements et de petites maisons. Si vous décidez de vendre, appelez-moi, a-t-elle dit en partant. Nous ferons une expertise complète et vous aiderons à trouver des acheteurs. À la maison, j'ai caché les brochures dans une commode sous de vieilles photographies. Le soir, quand tout le monde était couché, je les ai sortis et j'ai commencé à les étudier. Les appartements dans le centre coûtaient entre 100 000 et 120 000 euros. Des 2 pièces et des 3 pièces, certains avec des balcons, petits mais soignés, dans des immeubles modernes avec ascenseur et concierge. Avec l'argent restant, je pourrais vivre sans travailler pendant encore 10 ou 15 ans. L'idée de déménager a commencé à ne plus paraître si fantastique. Un petit appartement où je serais la seule maîtresse, où je pourrais inviter des amis sans demander la permission, où mes affaires ne disparaîtraient pas ou ne seraient pas déplacées sans que je le sache. Mais en même temps, la pensée de vendre la maison était effrayante. C'était ma maison familiale, la maison où mes petits-enfants étaient nés, où j'avais passé les meilleures années de ma vie. Comment pouvais-je renoncer à tout cela? Samedi matin, en prenant mon petit déjeuner dans la cuisine, j'ai surpris Delphine en train de parler à une amie au téléphone. « Allons, Sylvie. » Bien sûr, elle ne déménage pas, a ri Delphine. Où irait-elle? Elle a tout ici. Ses enfants, ses petits-enfants, son environnement familier. Il y a eu une pause, probablement pendant que son amie disait quelque chose. Laisse-la râler, a poursuivi Delphine. Les personnes âgées sont toujours insatisfaites de tout. Au moins, les enfants grandissent dans une maison normale, pas dans un appartement communautaire. Une autre pause. Non, Alain la soutient. Il comprend que la famille a besoin d'espace, et les caprices de maman sont temporaires. Ça lui passera. J'ai tranquillement quitté la cuisine sans écouter le reste de la conversation. Donc, Delphine était sûre que je n'irais nulle part, que je supporterais et me tairais parce que les personnes âgées n'ont nulle part où aller. C'était peut-être le moment de lui montrer qu'elle avait tort. Dimanche, pendant que Delphine préparait le déjeuner et que les enfants regardaient des dessins animés, j'ai décidé de parler à Alain de notre situation. « Mon fils, pouvons-nous parler ?» Il a levé les yeux du journal qu'il lisait, étendu sur le canapé. « Bien sûr, maman. Qu'y a-t-il ? J'ai l'impression que nous sommes un peu à l'étroit. Il est peut-être temps pour vous de trouver votre propre logement. » Alain a froncé les sourcils. « Maman, de quoi parles-tu ? Nous vivons bien. Bien sûr, nous avons nos désaccords, mais toutes les familles en ont. Mais vous aviez dit que vous ne prévoyiez de vivre ici que temporairement. » Nous l'avons dit, oui, mais tu sais à quel point il est difficile de trouver un logement de nos jours. Les prix augmentent et les bonnes occasions sont vite saisies. Nous cherchons, mais nous n'avons encore rien trouvé de convenable. Il s'est levé, s'est approché de moi et a posé sa main sur mon épaule. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ? Delphine a dit que vous vous étiez disputé à propos de certaines de tes amies. » Ce n'est rien, vraiment, Alain. Ce n'est pas à propos des amis. Le fait est que je me sens comme si je n'appartenais pas à ma propre maison. « De quoi parles-tu ? » a demandé son fils, sincèrement surpris. « Comment pourrais-tu ne pas appartenir ici ? Tu es notre mère, la grand-mère des enfants. Nous t'aimons et t'apprécions. » Mais Delphine. Et Delphine. Il a soupiré. « Maman, tu comprends ? Les femmes sont des femmes. Elle veut être la maîtresse de maison. C'est normal. Tu as été jeune. Tu te souviens à quel point il était important de faire son propre nid ? Je me suis souvenu. Mais à l'époque, nous faisions notre propre maison, pas celle de quelqu'un d'autre. Sois patiente, a demandé Alain. Nous trouverons quelque chose de convenable et nous déménagerons. En attendant,
vivons en paix. Ce soir-là, j'ai accidentellement entendu Delphine parler à son mari dans leur chambre. La porte était entr'ouverte, et je pouvais les entendre clairement. Alain, je pense que ta mère a besoin d'une aide professionnelle, a dit Delphine. Quel genre d'aide? Eh bien, psychologique ou médicale. Elle est devenue étrange. D'abord, elle exige le salon pour ses amis. Ensuite, elle dit, nous devons déménager. Peut-être que ce sont des signes de démence. Démence? J'étais tellement bouleversée que je ne pouvais plus respirer. Delphine, n'invente pas des choses, a répondu Alain. Maman va bien. Elle est juste habituée à vivre seule. Peut-être qu'elle serait vraiment mieux dans un établissement spécialisé, a poursuivi. Delphine. Ils fournissent des soins, une socialisation avec des gens de son âge et une surveillance médicale. De quoi parles-tu? Quel genre d'établissement? Eh bien, une maison de retraite. Il y en a de très bien maintenant, comme des sanatoriums. Les gens y sont heureux. Ils ne souffrent pas de la solitude. Delphine, c'est ma mère. C'est une femme en bonne santé, juste un peu conservatrice. Alain, réfléchis Y. Les enfants grandissent. Ils ont besoin de plus d'espace. Chloé a presque 13 ans. Elle a besoin de sa propre chambre. Nous sommes tous entassés dans une seule chambre. Mais la maison est grande. Elle est grande, mais elle n'est pas extensible. Ta mère a la meilleure chambre en bas. Nous sommes entassés à l'étage. Nous sommes jeunes. Nous avons toute la vie devant nous. Pause. Alain réfléchissait apparemment aux paroles de sa femme. Je ne dis pas que nous devrions la mettre dehors demain, a poursuivi Delphine doucement. Mais nous pourrions commencer à regarder. Sortir et voir ce qui est disponible. Peut-être qu'elle aimera ça elle-même. Je ne sais pas, Delphine. Ça semble cruel. Ce qui est cruel, c'est de forcer toute la famille à s'adapter aux caprices d'une seule personne. Les enfants commencent déjà à remarquer que leur grand-mère est toujours malheureuse. C'est mauvais pour leur santé mentale. Je suis tranquillement allée dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Donc Delphine planifiait déjà mon avenir. Une maison de retraite, un établissement spécialisé, le tout joliment emballé comme une préoccupation pour mon bien-être. Et le pire, c'est qu'elle en persuadait Alain. Lentement, progressivement, mais méthodiquement, elle lui inculquait l'idée que sa mère était plus un problème qu'un atout. Cette nuit-là, j'ai finalement décidé qu'il était temps d'agir. Si Delphine pensait que je n'irais nulle part parce que j'étais vieille et sans défense, elle se trompait. J'ai une maison. J'ai de l'argent. J'ai la possibilité de vivre de manière indépendante. Lundi matin, j'ai rappelé Patricia Morin. Je suis prête à commander une expertise complète de la maison, ai-je dit. Et j'aimerais visiter quelques appartements. Parfait, a répondu l'agent immobilier. Quand serait-il un bon moment pour venir voir? Nous nous sommes mises d'accord. Mercredi. J'avais 2 jours pour me préparer mentalement à la prochaine étape. Mercredi matin, Patricia est arrivée avec un collègue pour expertiser la maison. J'ai dit à ma famille qu'ils étaient des spécialistes de l'assurance habitation. J'avais décidé de renouveler ma police. Delphine a haussé les épaules et Alain a hoché la tête distraitement. Personne n'était particulièrement intéressé. Les agents immobiliers ont passé environ 1 heure dans la maison à mesurer les pièces, à prendre des photos et à prendre des notes. Patricia était satisfaite de l'état de la maison. Elle a particulièrement aimé le jardin et le fait que toutes les commodités étaient en bon état de fonctionnement. C'est une très belle propriété, a-t-elle dit en partant. Je pense que 235 000 € est un prix réaliste. Peut-être même plus si nous trouvons des acheteurs qui ont besoin d'un logement de toute urgence. Ce soir-là, nous sommes allés visiter des appartements. Je n'ai pas aimé les 2 premiers. Ils étaient trop petits et sombres. Le 3e était exactement ce que je cherchais. C'était un 3 pièces au 4e étage d'un immeuble des années 1990. Il était lumineux avec de grandes fenêtres donnant sur le parc de la ville. La cuisine était petite mais fonctionnelle. Le salon était assez spacieux pour recevoir des invités. La chambre était confortable avec une armoire intégrée. La salle de bain était combinée mais en bon état. L'immeuble a été construit il y a 25 ans, mais il a été récemment rénové, a expliqué Patricia. Les tuyaux et le câblage ont été remplacés et la façade a été isolée. Il y a un concierge dans le hall, une aire de jeu dans la cour et un parking. Le prix était de 112 000 €, soit près de la moitié de la valeur estimée de ma maison. Le quartier est agréable.
C'est à une demi-heure de marche du centre, et il y a une clinique et des épiceries à proximité. La propriétaire vend de toute urgence parce qu'elle déménage dans une autre ville, a ajouté Patricia. Elle pourrait baisser le prix à 110 000 € si la transaction est rapide. Je m'imaginais dans cet appartement, mon service à thé sur la table de la cuisine, mes livres sur les étagères du salon, mes fleurs sur le rebord de la fenêtre. Personne ne déplacerait les meubles sans demander. Personne ne me dirait que je ne pouvais pas inviter mes amis. Il me plaît, ai-je dit, mais je dois d'abord vendre ma maison. Je comprends. Appelez-moi quand vous aurez décidé. Jeudi soir, Patricia a appelé de manière inattendue. Bernadette, j'ai une nouvelle excitante pour vous, a-t-elle dit avec enthousiasme. Nous avons trouvé un acheteur pour votre maison. Mais nous ne l'avons même pas encore mise en vente. Je sais, mais nous avons une base de données de clients qui recherchent une maison dans votre quartier. Une jeune famille. Le mari travaille dans une banque. La femme est enseignante. Ils ont 2 enfants d'âge scolaire. Ils cherchent depuis longtemps une maison avec un jardin, et la vôtre est parfaite pour eux. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Et le prix? Ils sont prêts à payer 230 000 €, mais à condition que la transaction se fasse rapidement. Ils ont la totalité du montant en espèces, pas de prêt ni de versement. Ils veulent finaliser l'achat d'ici un mois. 230 000 € en espèces en un mois. Ce serait suffisant pour un appartement et il en resterait assez pour une vie confortable. Veulent-ils voir la maison? Ai-je demandé, sentant ma voix trembler. Bien sûr, demain soir ou pendant le week-end. J'ai pensé à ma famille. Demain, c'était vendredi. Alain serait à la maison tôt et les enfants aussi. Delphine faisait habituellement un grand ménage le vendredi. Ce serait mieux le week-end, où je pourrais trouver une excuse pour que la famille soit sortie. Samedi matin vers 11 h. Parfait, ils seront ravis. J'ai raccroché et je suis restée assise sur mon lit pendant un moment, essayant de comprendre ce qui se passait. Tout se passait si vite que ma tête tournait. Il y a à peine une semaine, je ne faisais que penser à la possibilité de vendre et maintenant il y avait de vrais acheteurs avec une vraie offre. Vendredi, j'étais nerveuse et distraite. J'ai renversé du sucre au petit déjeuner, j'ai oublié d'éteindre la radio dans ma chambre et j'ai demandé 2 fois à Chloé des nouvelles de l'école. Heureusement, ma famille a attribué cela à mon âge et à ma mauvaise humeur. Le soir, alors que tout le monde s'était réuni dans la cuisine pour le dîner, j'ai annoncé « Demain matin, je vais chez Mireille. Elle est malade. Je vais rester avec elle et l'aider à la maison. »« Tu seras longue ?» a demandé Delphine en servant les pommes de terre aux enfants. « Je ne sais pas. Peut-être jusqu'à midi. Ça dépend de comment elle se sent. »« D'accord, » a hoché la tête ma belle-fille. « On se débrouillera ici. » Alain n'a même pas levé les yeux de son assiette. Et les enfants n'ont pas montré beaucoup d'intérêt pour mes projets non plus. Personne ne s'en souciait. Samedi matin, je me suis levée tôt et j'ai rangé la maison. J'ai dépoussiéré le salon, ramassé les jouets des enfants qui étaient éparpillés partout et lissé les housses des canapés. Je voulais que la maison soit sous son meilleur jour. À 10 h, je suis partie en disant que j'allais rendre visite à une amie malade. En fait, je me suis juste promenée dans les rues voisines. Et à 11 h, je suis revenue et j'ai vu une voiture inconnue devant le portail. Patricia m'attendait à la porte avec un jeune couple. L'homme avait environ 35 ans, vêtu d'un manteau soigné, et la femme avait à peu près le même âge, avec un visage agréable et des yeux bienveillants. « Bernadette, je vous présente Robert et Céline Lambert », les a présentés Patricia. Nous nous sommes salués et je l'ai fait entrer dans la maison. Le couple a regardé attentivement toutes les pièces, discutant de l'agencement et posant des questions sur les commodités, le chauffage et l'état du toit. « La maison est en excellent état », a dit Robert lorsque nous avons terminé la visite. On voit qu'elle a été bien entretenue. Et le jardin est tout simplement magnifique, a ajouté Céline. Nos enfants seront ravis. Ils rêvent depuis longtemps d'avoir leur propre cour. Je me suis sentie un peu triste. Cette maison était vraiment bien pour une famille avec des enfants. Il y avait de la place pour les jeux, pour les fêtes, pour une vie de famille heureuse. C'était juste dommage que ma famille ne l'apprécie pas. Nous sommes prêts à acheter la maison pour 230 000 €, a dit Robert. À condition que la transaction soit rapide, nous devons déménager d'ici la fin octobre. Avez-vous la totalité du montant? Ai-je demandé. Oui, en espèces. Nous avons vendu notre appartement dans la capitale et l'argent est déjà sur le compte.
Patricia a sorti les documents de son sac. Si vous êtes d'accord, nous pouvons signer un compromis de vente dès maintenant. Les formalités juridiques prendront quelques semaines et la maison sera à eux. J'ai pris les documents et j'ai parcouru les points principaux. Tout semblait sérieux et honnête. 230 000 € pour la maison qui était devenue une cage pour moi. L'opportunité de commencer une nouvelle vie indépendante. D'accord, ai-je dit, me sentant étrangement légère. Je suis d'accord. Nous avons signé le compromis de vente. Les Lambert ont versé un acompte de 20 000 €. La signature de l'acte de vente définitif a été fixée au 15 octobre. Après leur départ, je me suis retrouvée seule dans la maison qui n'était plus la mienne. Formellement, elle m'appartenait encore pour les 3 semaines à venir, mais psychologiquement, je m'en étais déjà détachée. J'ai parcouru les pièces, me remémorant différentes périodes de ma vie ici. Voici la chambre où les garçons ont grandi. Voici le salon où nous avons célébré les anniversaires et le nouvel an. Voici la chambre où mon mari est mort en me tenant la main. Tant de souvenirs, et pas tous mauvais. Mais le passé ne peut être ramené, et le présent était devenu insupportable. Lundi, j'ai de nouveau rencontré Patricia pour finaliser la vente de l'appartement. La propriétaire est d'accord pour 108 000 € si vous êtes prête à conclure la transaction dans les prochains jours, a déclaré l'agent immobilier. 108 000 contre 230 000. Cela laissait 122 000 €, assez pour vivre confortablement pendant 10 ans et ensuite nous verrions. Je suis d'accord, ai-je dit. Nous avons signé le contrat pour l'appartement. Le déménagement était prévu pour le 18 octobre, 3 jours après la vente de la maison. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé toute la famille dans la cuisine. Les enfants faisaient leurs devoirs. Delphine préparait le dîner et Alain lisait le journal. « Comment va Mireille ?» a demandé ma belle-fille sans lever les yeux de la cuisinière. « Elle va mieux. Elle va chez le médecin demain. »« Bien. À propos, je pensais que nous devrions peut-être redécorer le salon. Le papier peint est vieux et nous pourrions changer les meubles. Redécorer le salon dans une maison qui appartiendrait à d'autres personnes dans 3 semaines. Je me demande ce que Delphine dira quand elle découvrira la vérité. Ne te précipite pas pour rénover, ai-je dit prudemment. Peut-être devrions-nous d'abord calculer nos finances. Qui a-t-il à calculer ? A-t-elle demandé avec surprise. Alain gagne bien sa vie et je travaille aussi. C'est notre maison. Nous pouvons en faire ce que nous voulons. Notre maison ? Comme elle se trompait. Les jours suivants ont été consacrés aux préparatifs. J'ai secrètement commencé à trier nos affaires, décidant de ce que j'emporterais dans le nouvel appartement et de ce que je laisserais. Il y avait beaucoup de choses que nous pouvions laisser. L'appartement avait déjà des meubles, et nous avions assez de vaisselle pour nos besoins de base. Le plus difficile a été de décider quoi faire des photos de famille, des documents et des souvenirs. Des albums photos des enfants, leurs dessins, leur bricolage de maternelle, leurs bulletins scolaires. Toutes ces choses me rappelaient les moments heureux où nous étions une vraie famille. Finalement, j'ai sélectionné les photos et les documents qui m'étaient les plus chers et j'ai décidé de laisser le reste. Qu'Alain s'occupe lui-même de l'histoire familiale. Le soir du 13 octobre, alors que tout le monde s'était assis pour dîner, j'ai réalisé que je ne pouvais plus reporter la conversation. Le surlendemain, la maison serait vendue et la famille n'en avait aucune idée. « J'ai une nouvelle pour vous », ai-je commencé, essayant de paraître calme. « Quelle nouvelle ?» a demandé Alain sans lever les yeux de sa nourriture. « J'ai vendu la maison. » La fourchette est tombée des mains de Delphine et a cliqueté sur son assiette. Alain s'est figé avec un morceau de pain à mi-chemin de sa bouche. Les enfants ont arrêté de mâcher et m'ont regardé fixement. « Qu'est-ce que tu veux dire, vendu ?» a demandé Delphine doucement. « Exactement ce que j'ai dit. L'acte sera finalisé après-demain. Les nouveaux propriétaires emménagent la semaine prochaine. » Le silence régnait. C'était si calme qu'on pouvait entendre le tic-tac de l'horloge sur le mur et le bourdonnement du réfrigérateur. « Maman, c'est une blague ?» a finalement dit Alain. « Non, ce n'est pas une blague. J'ai tous les documents si vous voulez les voir. » Le silence qui s'est installé dans la cuisine après mes paroles était assourdissant. Je pouvais voir l'information s'insinuer lentement dans l'esprit de chacun à table. Delphine a été la première à se ressaisir. « Tu ne peux pas vendre la maison », a-t-elle dit lentement, comme si elle parlait à quelqu'un qui ne comprenait pas très bien la langue. « Nous vivons ici. »« Je le peux », ai-je répondu calmement. « La maison m'appartient. J'ai tout à fait le droit de la vendre. » Delphine s'est levée brusquement, renversant sa chaise.
Son visage est devenu blanc, puis rouge. C'est impossible, a-t-elle crié. Tu n'as pas le droit de nous mettre à la rue. Nous avons des enfants. Je ne mets personne à la porte, ai-je objecté. Je vends simplement ma maison. Vous avez le temps de trouver un autre endroit où vivre. Quel temps? La voix de Delphine est devenue plus forte. Tu as dit que la transaction était après-demain. Les nouveaux propriétaires emménagent la semaine prochaine. Cela signifie que vous avez 10 jours. Alain est finalement sorti de sa stupeur. Maman, comment est-ce possible? Pourquoi ne nous as-tu rien dit plus tôt? Nous ne savions rien. Nous n'étions pas préparés. J'ai essayé de vous parler plusieurs fois du fait qu'il était temps pour vous de déménager, leur ai-je rappelé. Mais vous avez toujours trouvé des excuses. Mais pas comme ça, s'est exclamé Alain. Tu ne pouvais pas nous annoncer ça comme ça, d'un coup. Chloé et Léo étaient assis, fascinés, passant leur regard d'un adulte à l'autre. Léo avait l'air effrayé. Chloé, confuse. Mamie, où allons-nous vivre? A demandé doucement ma petite fille. Avant que je puisse répondre, Delphine a de nouveau explosé. Nous n'allons vivre nulle part parce que grand-mère est folle, a-t-elle hurlé. Les gens normaux ne font pas ça. Delphine, ne crie pas devant les enfants, ai-je demandé. Ne me dis pas ce que je dois faire. Elle était furieuse, ses mains tremblaient. Tu as détruit notre famille. Tu as mis tes propres petits-enfants à la rue. Je ne mets personne à la rue. Je vends simplement la maison qui m'appartient. Qui t'appartient? A ricané Delphine. Et nous, qui sommes-nous? Des étrangers? Nous vivons ici depuis 2 ans. Nous nous sommes installés. Les enfants s'y sont habitués. Alain s'est levé et s'est approché de moi. Maman, s'il te plaît, explique-moi pourquoi tu as décidé ça. Que se passe-t-il? Nous sommes une famille. J'ai regardé mon fils, cet homme gentil et doux qui n'avait jamais su s'affirmer et qui ne pouvait même pas protéger sa mère maintenant. Alain, tu te souviens de ce que ta femme m'a crié la semaine dernière? Elle a dit que ce n'était pas ma maison. Elle ne le pensait pas littéralement. Si. Elle a aussi dit que je n'avais pas le droit de dicter les règles dans une maison où tout le monde vivait sur un pied d'égalité. Delphine est soudainement devenue silencieuse. Elle a dû se souvenir de cette conversation. Alors j'ai pensé, ai-je poursuivi? Si ce n'est pas ma maison, pourquoi en aurais-je besoin? Je préfère la vendre et acheter un endroit où je serai définitivement la patronne. Bernadette, la voix de Delphine est devenue dangereusement calme. Tu fais une énorme erreur. Tu le regretteras. J'en doute. Où iras-tu? La voix de ma belle-fille était teintée de méchanceté. Une vieille femme toute seule. Qui a besoin de toi? J'ai acheté un appartement dans le centre-ville, ai-je répondu calmement. J'y emménage la semaine prochaine. Cette nouvelle a achevé Delphine. Elle a réalisé que j'avais tout prévu à l'avance, que ce n'était pas une décision spontanée, mais une opération soigneusement planifiée. Tu as tout planifié, a-t-elle balbutié. Tu nous as trompés. Tu nous as menti en face, en prétendant que tout allait bien. Je n'ai trompé personne. Je n'ai simplement pas jugé nécessaire de vous faire part de mes projets. Alain, Delphine s'est tournée vers son mari. Dis-lui quelque chose. Elle ne peut pas faire ça à sa famille. Alain regardait confusément de sa femme à sa mère. Maman, mais et nous, a-t-il marmonné. Nous n'avons pas d'argent pour un dépôt de garantie urgent. Le premier mois de loyer. Où allons-nous trouver cet argent? Alain, tu travailles. Delphine travaille. Vous êtes des adultes. Vous vous en sortirez. En 10 jours. A demandé son fils, incrédule. D'autres y arrivent. Vous le pouvez aussi. Delphine s'est soudainement pris la tête entre les mains. Et les enfants, l'école, les amis? Nous ne pouvons pas simplement partir et déménager dans un autre quartier. Pourquoi pas? Les enfants s'adaptent plus vite que les adultes. Mamie, Chloé a finalement décidé de prendre la parole. Pourquoi tu ne veux plus vivre avec nous? On ne te dérange pas. Mon cœur s'est serré. Ma petite fille ne comprenait vraiment pas ce qui se passait. Pour elle, c'était juste la maison où toute la famille vivait. Chloé, ce n'est pas que tu me déranges, ai-je commencé prudemment. Ne lui explique rien, a interrompu sèchement Delphine. C'est juste une enfant. Elle ne comprendra pas tes motifs égoïstes. Égoïste? Comment appellerais-tu ça autrement? Tu ne penses qu'à toi,
À ton confort, à tes caprices. Tu te fiches de la famille. Delphine, c'est toi qui as dit il y a 2 ans que c'était temporaire. Tu as promis que vous trouveriez bientôt un logement. Nous avons cherché, mais le marché immobilier est compliqué. Les prix augmentent. En 2 ans, vous auriez pu trouver quelque chose de convenable si vous l'aviez vraiment voulu. Pourquoi devrions-nous chercher? A soudainement admis honnêtement Delphine. C'est bien ici. Une grande maison, un jardin, toutes les commodités. Pourquoi déménager dans un appartement exigu? Enfin, la vérité. Il n'avait aucune intention de déménager. Il prévoyait de vivre ici en permanence, me reléguant progressivement au second plan. Exactement, ai-je dit. Pourquoi chercher autre chose quand on peut vivre gratuitement dans ma maison et se considérer comme des propriétaires à part entière? Nous ne vivons pas ici gratuitement, a protesté Delphine. Nous payons les charges et achetons les courses. Les charges et les courses ne sont pas un loyer. Si vous étiez locataire, vous paieriez beaucoup plus. Alain s'est soudainement assis sur une chaise et a enfoui son visage dans ses mains. Maman, comment peux-tu faire ça? A-t-il gémi. Nous pensions que nous vivions en famille, mais il s'avère que nous ne sommes que des locataires qui peuvent être expulsés à tout moment. Alain, je ne vous expulse pas. Je vends la maison. Ce sont 2 choses différentes. C'est la même chose pour nous, a explosé Delphine. Le résultat est le même. Nous nous retrouvons sans toi. Vous avez de l'argent. Vous pouvez louer un appartement. Quel argent? Ma belle-fille a ri amèrement. Nous n'avons pas économisé pour un déménagement. Nous pensions nous installer ici pour de bon. Léo s'est soudainement mis à pleurer, doucement mais amèrement, comme les enfants pleurent quand ils ne comprennent pas ce qui se passe mais sentent que quelque chose de grave arrive. Maman, pourquoi tout le monde crie? A-t-il sangloté. Pourquoi mamie nous met dehors? Je ne te mets pas dehors, Léo, ai-je dit doucement en m'approchant de mon petit-fils. J'ai juste besoin de vivre seul. Mais pourquoi? Il m'a regardé avec des yeux remplis de larmes. C'était bien avant. Comment expliquer à un enfant de 9 ans que les adultes ne peuvent pas s'entendre? Que sa mère avait progressivement transformé ma vie en cauchemar? Que je ne pouvais plus supporter l'humiliation dans ma propre maison? Parfois, il vaut mieux que les adultes vivent séparément, ai-je dit. Cela ne veut pas dire que nous ne nous aimons plus. Ne mens pas à l'enfant, a rétorqué Delphine. Si tu nous aimais, tu ne serais pas si cruel. Cruel. Comment m'as-tu traité ces 2 dernières années? Tu ne me laissais pas recevoir mes amis. Tu me critiquais dans ma propre maison. Tu prévoyais de m'envoyer en maison de retraite. Alain a levé la tête. Quelle maison de retraite? De quoi parles-tu? Demande à ta femme. Elle a récemment suggéré de me trouver un établissement spécialisé. Delphine a pâli. C'était juste, je pensais à ton bien-être. Mon bien-être ou comment se débarrasser d'une vieille femme de la maison? Maman, c'est vrai, a demandé doucement. Alain à sa femme. Delphine est restée silencieuse, mais son expression était une réponse suffisante. Je n'arrive pas à y croire, a marmonné Alain. Maman, j'ai tellement honte. Alain, il ne faut pas avoir honte. Ce n'est pas ta faute si ta femme me considérait comme un obstacle à votre bonheur. Mais j'aurais dû le remarquer. J'aurais dû te protéger. C'est trop tard pour ça, a rétorqué Delphine. Maintenant, nous devons décider quoi faire. Elle s'est approchée de moi, le visage en colère et déterminé. Bernadette, c'est la dernière fois que je te le demande. Peux-tu annuler la vente? Non. Alors écoute attentivement. Nous trouverons un moyen de contester cette transaction. Incapacité, contrainte, peu importe. Nous avons des droits en tant que membres de la famille. Vous n'avez aucun droit. La maison est à mon nom. Nous vivons ici depuis 2 ans. Nous avons investi de l'argent dans des réparations et des améliorations. Quel argent? Quelle réparation? Alain a construit des étagères dans la chambre des enfants. J'ai acheté de nouveaux rideaux. Les étagères et les rideaux ne sont pas des investissements en capital. Delphine a réalisé qu'elle n'avait aucun levier juridique. Elle a alors eu recours au chantage affectif. Très bien, a-t-elle dit avec une tristesse théâtrale. Mets-nous dehors, mais sache ceci, tu as détruit une famille. Les enfants se souviendront comment leur grand-mère les a mis à la porte. Alain se souviendra comment sa mère l'a trahi dans son heure de besoin.
Delphine, ça suffit, a dit Alain avec lassitude. Maman a raison. Nous sommes vraiment restés ici trop longtemps. Sa femme l'a regardé avec méfiance. Es-tu de son côté? Je ne suis du côté de personne. Je comprends juste que si maman a pris cette décision, c'est que nous avons poussé la situation trop loin. Nous l'avons poussée trop loin? Et elle est une sainte. Delphine, c'est sa maison. C'était, ça l'est. Et enfin, ce sera sa maison jusqu'à demain. Elle avait le droit d'y vivre comme elle l'entendait. Delphine a compris que son mari ne la soutiendrait pas dans cette bataille. Elle a alors joué sa dernière carte. Très bien, a-t-elle dit d'un ton glacial. Fais comme tu veux, Bernadette, mais sache ceci. Après ça, c'est fini entre nous. Tu ne reverras plus jamais tes petits-enfants. Nous trouverons un logement dans une autre ville et disparaîtrons de ta vie pour toujours. La menace m'a durement touchée. Ne plus voir Chloé et Léo, ne pas savoir comment ils grandissaient, ne plus faire partie de leur vie. Mais ensuite, j'ai pensé, est-ce que je fais partie de leur vie maintenant? Quand avons-nous eu une conversation normale pour la dernière fois? Quand m'ont-ils confié leurs secrets ou demandé conseil? Elle m'avait déjà presque complètement isolée de mes petits-enfants. Comme tu voudras, ai-je répondu calmement. Ma belle-fille ne s'attendait pas à une telle réaction. Elle devait être sûre que sa menace fonctionnerait. Donc, tes petits-enfants ne sont pas importants pour toi. Si, ils le sont, mais pas au point de supporter l'humiliation pour eux. Maman. A commencé Alain. C'est tout, l'a interrompu Delphine. La conversation est terminée. Puisque ta mère a choisi son égoïsme, qu'elle vive avec. Elle s'est approchée des enfants. Chloé, Léo. Montons. Nous devons faire nos valises. Mais maman. A commencé Chloé. Pas de mais. Grand-mère a décidé qu'elle n'avait plus besoin de nous. Cela signifie que nous vivrons sans elle. Les enfants ont obéi et ont suivi leur mère. À la porte, Chloé s'est retournée et m'a regardée avec des yeux tristes. Mamie, tu ne veux vraiment plus jamais nous revoir. Chloé, tu vas me manquer, ai-je répondu honnêtement. Mais parfois, les adultes doivent prendre des décisions difficiles. Ma petite fille a hoché la tête et est partie. Seul Alain et moi sommes restés dans la cuisine. Maman, a dit doucement mon fils. Je suis désolée. Je n'ai pas pu te protéger de tout ça. Alain, ce n'est pas ta faute. Tu étais pris entre deux feux. Mais je savais que Delphine était parfois trop catégorique. J'aurais dû intervenir. C'est trop tard pour y penser maintenant. Tu ferais mieux de décider quoi faire. Mon fils a soupiré lourdement. Demain, je commencerai à chercher un logement à louer. Peut-être que je trouverai quelque chose de pas cher. Tu trouveras. Bellefontaine n'est pas une ville si chère. Nous sommes restés silencieux. Il faisait nuit dehors et la cuisine est devenue calme et triste. Maman, on se reverra après que tu auras déménagé? Bien sûr, ai-je répondu, bien que je n'en sois pas sûre. Tu es mon fils. Tu ne peux pas disparaître. Alain a souri faiblement et est allé dans sa chambre. Je suis restée seule dans la cuisine, entourée d'un dîner froid et d'espoir brisé. Le matin du 14 octobre, la maison s'est réveillée dans une atmosphère lourde. Personne n'a pris le petit déjeuner ensemble. J'ai bu mon thé dans ma chambre. Alain a mangé un morceau et est parti au travail. Et Delphine a préparé les enfants pour l'école en silence. À peine un mot n'a été échangé, seulement le strict nécessaire. Après que tout le monde soit parti, j'ai sorti les documents et les ai relus attentivement une fois de plus. Demain à 10 heures, j'avais rendez-vous chez le notaire pour signer l'acte de vente définitif et remettre les clés. Tout avait été fait correctement. Delphine ne pourrait trouver aucune faille juridique, peu importe ses efforts. Vers midi, le téléphone a sonné. Une femme inconnue a appelé et s'est présentée comme l'assistante d'un avocat. Madame Bernadette, Delphine m'a demandé de vous contacter. Nous aimerions discuter de la possibilité de suspendre la vente immobilière. Donc, ma belle-fille avait déjà commencé à agir. Excusez-moi, mais qu'est-ce que Delphine a à voir avec la vente de ma maison? Ai-je demandé poliment. Pour autant que je sache, elle vit dans la maison et estime que ses droits ont été violés. Quels droits exactement? Il y a eu une pause. Apparemment, l'assistante juridique ne comprenait pas non plus sur quel motif ma transaction pouvait être contestée. Nous aimerions nous rencontrer pour discuter des détails. Peut-être pourrons-nous trouver un compromis. Un compromis a déjà été trouvé.
La famille de mon fils cherche un autre logement. Au revoir. J'ai raccroché. Une demi-heure plus tard, le téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Delphine elle-même. Bernadette, j'ai une proposition, a-t-elle dit d'un ton professionnel. Nous sommes prêts à acheter votre maison pour 230 000 € en espèces. Enfin, pas tout de suite, bien sûr. Nous pouvons convenir d'un plan de paiement échelonné ou d'un prêt immobilier. Delphine, la maison est déjà vendue. Nous signons les papiers demain. Mais tu peux te rétracter, payer la pénalité et nous la vendre. Je ne peux pas et je ne le ferai pas. Alors nous t'attaquerons en justice. Pour quel motif? Au motif que tu es incompétente. Aucune personne normale ne met sa famille à la rue. J'ai ri. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Delphine, essaie de prouver que je suis incompétente. J'ai travaillé comme infirmière jusqu'à ma retraite. J'ai une excellente mémoire. J'ai rempli les documents correctement et j'ai communiqué avec les acheteurs de manière appropriée. Quel tribunal me déclarerait incompétente? Nous trouverons un moyen, a-t-elle répondu avec colère et a raccroché. Le soir, Alain est rentré du travail, l'air sombre et fatigué. Au dîner, il a dit qu'il avait passé toute la journée à appeler des agents immobiliers et à regarder des annonces de location. Il n'y a pas beaucoup d'options convenables, a-t-il dit. Certaines sont trop chères, d'autres dans de mauvais quartiers, et certains propriétaires ne veulent pas louer à des familles avec enfants. Tu trouveras quelque chose, ai-je dit. Nous trouverons quelque chose, mais pas en un jour. Et nous n'avons plus beaucoup de temps. Delphine est restée silencieuse, mais je pouvais voir ses poings se serrer. Toute la soirée, elle a griffonné quelque chose dans son carnet, fait des calculs, appelé quelqu'un et négocié quelque chose. Le lendemain matin, le jour de la vente finale de la maison, elle a fait une dernière tentative pour rompre la transaction. À 8 heures, alors que je me préparais à aller chez le notaire, on a sonné à la porte. Un homme d'âge moyen en costume d'affaires se tenait sur le seuil. « Êtes-vous Bernadette ? Je suis maître Mortimer, l'avocat représentant votre belle-fille. »« Oui, je vous écoute. » Ma cliente estime que la vente de la maison a été arrangée sans tenir compte des intérêts des résidents actuels. Nous insistons pour que la vente soit suspendue jusqu'à ce que toutes les circonstances aient été clarifiées. Et j'insiste pour que vous quittiez ma propriété, ai-je répondu calmement. Votre cliente n'a aucun droit sur ma maison. Selon le code de la famille. Selon le code de la famille, la maison appartient à la personne dont le nom figure sur les documents, et c'est moi. Au revoir. J'ai fermé la porte et je suis allé chez le notaire. La transaction s'est déroulée sans accroc. Les Lambert ont apporté une mallette avec l'argent. J'ai signé tous les documents et le notaire les a tamponnés. La maison est officiellement devenue la propriété de ses nouveaux propriétaires. Quand prévoyez-vous d'emménager ? Ai-je demandé à Céline. Nous apporterons nos affaires demain matin, a-t-elle répondu. Nous sommes très excités. Enfin, nous aurons notre propre maison. Notre propre maison. Comme ça sonnait bien. Je me suis souvenu de ce sentiment quand mon mari et moi avons emménagé ici pour la première fois. La joie, les projets pour l'avenir, un sentiment de stabilité. Quand je suis rentrée à la maison avec les documents de vente, j'ai trouvé l'atmosphère tendue. Delphine tournait en rond dans la maison comme un animal en cage, et Alain était au téléphone, poursuivant sa recherche d'un nouveau logement. Dieu merci, les enfants étaient à l'école. Eh bien, tu es contente maintenant, m'a lancé ma belle-fille. Tu l'as vendu. Oui, je l'ai fait. Et tu ne regrettes rien? Pas les enfants, pas ton fils? Si, je regrette, mais pas assez pour supporter tes manigances pendant des années. Delphine s'est soudainement rafalée sur le canapé et s'est mise à pleurer. Pas de façon théâtrale, mais sincèrement, amèrement. Que allons-nous faire maintenant? A-t-elle sangloté. Où irons-nous? Nous n'avons rien. Alain s'est approché de sa femme et l'a embrassée. On trouvera quelque chose, a-t-il dit avec lassitude. Au moins pour un temps. Mais les enfants, ils devront changer d'école, perdre leurs amis. Les enfants s'adapteront. J'ai regardé cette scène et j'ai ressenti un étrange mélange de pitié et de soulagement. J'avais pitié du fils qui payait pour les erreurs de sa femme. J'avais pitié des petits-enfants qui ne comprenaient pas pourquoi leur monde familier s'effondrait. Mais le soulagement était plus fort. Demain, je serai libre. Le soir, nous avons commencé à faire nos valises. Delphine s'affairait à emballer les affaires dans des cartons et des valises.
Les enfants aidaient, sans vraiment comprendre ce qui se passait. Chloé est venue me voir plusieurs fois avec des questions. Mamie, pourquoi partons-nous? Parce que j'ai besoin de vivre séparément. Et nous ne viendrons plus te voir. Vous viendrez, mais vous vivrez dans un endroit différent. Mais j'entendais le doute dans la voix de ma petite fille. Elle sentait que quelque chose s'était brisé pour toujours. Alain a trouvé un logement temporaire, un petit 3 pièces en périphérie de la ville. C'était cher et exigu, mais il n'y avait pas d'autre choix. Je le louerai pour 1 mois, a-t-il dit. Nous trouverons quelque chose de mieux pendant ce temps. Il a fallu toute la nuit pour tout emballer. Il s'est avéré qu'en 2 ans, la famille avait accumulé une énorme quantité de choses. Jouets d'enfants, vêtements, livres, vaisselle, appareils électroménagers. Tout devait être trié, emballé, et il fallait décider quoi emporter et quoi laisser. Qu'est-ce qu'on fait de l'aire de jeu dans le jardin? A demandé Delphine. Laissez-la pour les nouveaux propriétaires, ai-je répondu. Ils ont des enfants aussi. Et mes roses? Mes roses préférées. Je suis restée silencieuse. Quelles roses? Elle les avait déterrées il y a 1 an. Le matin du 16 octobre, la maison était vide. Alain a loué un camion et a déménagé nos affaires dans un appartement loué. Delphine a espéré jusqu'à la dernière minute que je changerais d'avis. Bernadette, c'est ta dernière chance, a-t-elle dit, debout dans le couloir avec une valise à la main. On peut tout oublier et recommencer. Non, ai-je répondu. On ne peut pas. Alors, c'est la fin. La fin. Alain m'a serré dans ses bras pour me dire au revoir. Maman, je suis désolée pour tout. Je suis désolée que nous n'ayons pas pu vivre ensemble en paix. Alain, ce n'est pas ta faute. Tu es un bon fils. Tu t'es juste retrouvé dans une situation difficile. On se reverra. Bien sûr. Tu sais où me trouver. Les enfants ont dit au revoir doucement. Chloé m'a serré dans ses bras et a dit doucement, « Mamie, tu vas me manquer. » Tu vas me manquer aussi, ai-je répondu honnêtement. Léo a juste fait un signe de la main depuis la voiture. Il ne comprenait probablement pas encore tout à fait ce qui se passait. Quand la voiture a disparu au coin de la rue, je suis restée seule dans la maison vide. C'était un sentiment étrange. Ni soulagement, ni tristesse, juste du vide. 1 heure plus tard, le couple Lambert est arrivé avec une camionnette pleine de leurs affaires. Une nouvelle vie commençait à la maison, et mon ancienne vie était terminée. J'ai parcouru les pièces vides, me remémorant différents moments. Voici la chambre où les garçons avaient grandi. Voici la cuisine où nous avions célébré les fêtes de famille. Voici le salon où je m'étais disputée pour la dernière fois avec Delphine. De nombreux souvenirs restaient entre ces murs, mais il était temps de passer à autre chose. À 13 heures, j'ai pris mes valises et j'ai quitté la maison pour toujours. Le 18 octobre, le jour de mon emménagement dans mon nouvel appartement, je me suis réveillée à 6 heures du matin. Par la fenêtre de ma chambre temporaire dans un petit hôtel, une légère pluie tombait, et la ville semblait grise et peu accueillante. Mais j'étais de bonne humeur. Aujourd'hui commençait ma nouvelle vie. Patricia est arrivée à 9 heures du matin pour m'aider avec les derniers documents et me remettre les clés de l'appartement. La propriétaire, Madame Deneuve, s'est avérée être une femme agréable d'une 50aine d'années, qui était vraiment pressée de déménager dans une autre ville pour rejoindre sa fille. L'appartement est en excellent état, a-t-elle dit en faisant le tour des pièces une dernière fois. Les meubles sont presque neufs et les appareils fonctionnent. Je pense que vous vous plairez ici. Il me plaisait déjà. Des murs clairs, de grandes fenêtres, des meubles bien agencés. Tout semblait confortable et propre. Le salon avait un canapé confortable et une table basse, parfait pour recevoir des invités. La cuisine était compacte, mais avait tout ce dont j'avais besoin. La chambre donnait sur la cour avec de vieux tilleuls, et le matin, il n'y avait pas de bruit de la rue. Après avoir signé les papiers, j'ai commencé à déballer mes affaires. Il n'y en avait pas beaucoup. 2 valises de vêtements, une boîte de documents et de photographies, et un sac avec des médicaments et des cosmétiques. Tout ce dont j'avais besoin pour commencer une nouvelle vie. D'abord, j'ai disposé les photographies. Plusieurs photos de mon mari, des photos de mes fils enfants, quelques portraits de famille. Ensuite, j'ai rangé mes vêtements dans l'armoire et disposé la vaisselle que j'avais apportée dans la cuisine. À l'heure du déjeuner, l'appartement avait déjà l'air habité. À 13 heures, Mireille a appelé. « Bernadette, comment vas-tu? Comment est le nouvel appartement ?» Après avoir parlé à mon ami,
je suis allée explorer le quartier. Il y avait une petite épicerie, une pharmacie et un salon de coiffure près de chez moi. C'était vraiment à seulement une demi-heure de marche du centre ou à 10 minutes en bus. La clinique était à 2 pâtés de maison, ce qui était pratique pour quelqu'un de mon âge. Le soir, assise dans mon salon avec une tasse de thé, j'ai ressenti un merveilleux sentiment de calme. La maison était vraiment la mienne. Personne ne pouvait y entrer sans permission. Personne ne dictait les règles. Personne ne considérait mes désirs comme des caprices. Une semaine a passé. Je me suis progressivement habituée à mon nouveau rythme de vie. Je me levais quand je voulais, je prenais mon petit déjeuner à mon aise, je lisais des livres que j'avais mis de côté depuis longtemps. Le soir, je regardais les émissions que j'aimais et j'écoutais de la musique classique au volume qui me convenait. Vendredi, Quentin a appelé. Maman, comment vas-tu? Comment est le nouvel appartement? Bien, mon fils. Comment vas-tu? Quoi de neuf? Beaucoup de travail, mais c'est normal. Maman, c'est vrai que tu as vendu la maison? Donc Alain avait raconté à son frère ce qui s'était passé. Oui, c'est vrai. Et Alain et sa famille ont déménagé. Oui, ils louent un appartement en périphérie. Quentin est resté silencieux un moment. Maman, que s'est-il passé? Alain n'a pas très bien expliqué. Il a juste dit que vous ne vous entendiez plus. J'ai raconté toute l'histoire à mon fils aîné. Comment j'avais progressivement perdu le contrôle de ma propre maison. Comment Delphine avait transformé ma vie en cauchemar. Comment on en était arrivé à un conflit ouvert. Maman, je suis tellement désolée, a dit Quentin quand j'ai fini. J'aurais dû venir plus souvent pour voir ce qui se passait. Mon fils, tu as un travail. Tu as ta propre vie. Ne te blâme pas. Mais je suis le fils aîné. J'aurais dû m'occuper de la famille. Tu t'es occupé de nous. Tu as appelé. Tu es venu en visite. Tu t'es intéressé à ma vie. C'est juste que Delphine était très douée pour cacher sa vraie nature. Et maintenant? Vous allez vivre séparés? On verra. Peut-être que les choses s'arrangeront avec le temps, mais je ne retournerai pas vivre avec eux. Samedi, mes amis sont venus. Mireille, Claire et Madame Dubois se sont assises dans mon salon, buvant du thé et faisant l'éloge de mon appartement et de son mobilier. C'est si confortable ici, a dit Claire. Et calme et lumineux. Et le plus important, c'est à toi, a ajouté Mireille. Personne ne te dit quoi faire. Bernadette, tu as bien fait de franchir ce pas, a dit Madame Dubois. Tout le monde à notre âge n'oserait pas recommencer sa vie. Nous avons discuté jusqu'au soir. Personne ne s'est plaint du bruit des voix. Personne n'a laissé entendre qu'il était temps de mettre fin à la réunion. Je me sentais comme une véritable maîtresse de maison qui pouvait recevoir des invités quand et aussi longtemps qu'elle le voulait. Dimanche soir, Céline Lambert, la nouvelle propriétaire de mon ancienne maison, a appelé de manière inattendue. Bernadette, je suis désolée de vous déranger. J'ai une demande inhabituelle. Je vous écoute. Le fait est que ma tante Esther vit dans la grande ville voisine. Elle m'a récemment dit qu'elle avait une bonne amie nommée Mireille qui mentionne souvent une amie nommée Bernadette. Serait-ce vous? J'ai été surprise par la coïncidence. C'est possible. Mon amie Mireille rend parfois visite à des parents dans la grande ville. Alors tout s'explique. Tante Esther a dit beaucoup de bien de vous. Elle a aussi mentionné que vous avez un fils qui travaille comme ingénieur dans leur ville. Oui, Quentin. Voilà le problème, a poursuivi Céline. Nous avons une petite extension à notre maison, un ancien atelier. Nous prévoyons de le transformer en chambre d'amis. Si jamais votre fils veut revenir à Bellefontaine, nous serions heureux de lui louer cette partie de la maison pour un loyer modique. Bien sûr, il est plus important pour nous de trouver des gens bien et honnêtes. C'était une surprise totale. Quentin disait depuis longtemps qu'il était fatigué de la grande ville et qu'il aimerait retourner dans sa ville natale. Mais il n'y avait pas d'emploi convenable pour lui à Bellefontaine et le logement était cher. C'est une offre très généreuse, ai-je dit. Mais Quentin a un travail spécifique et il n'y a pas beaucoup de postes comme ça à Bellefontaine. A-t-il envisagé de travailler à distance? De nos jours, de nombreuses entreprises permettent à leurs employés de travailler depuis chez eux, en particulier les ingénieurs. J'ai promis de transmettre l'offre à mon fils et je les ai remerciés pour leur considération. Après la conversation, je suis restée assise longtemps à réfléchir à ce que j'avais entendu. Il s'est avéré que ma maison allait être entre de bonnes mains, à des gens qui connaissaient notre famille par le biais de connaissances communes et qui étaient prêts à aider.
Le lendemain, j'ai appelé Quentin et je lui ai parlé de l'offre. Vraiment? A demandé mon fils avec surprise. Ils sont prêts à louer une partie de leur maison. Oui, Céline a dit que trouver des locataires décents était plus important pour eux que de gagner beaucoup d'argent. Maman, c'est merveilleux. Je pensais justement à passer au télétravail. Mon patron est d'accord tant que j'obtiens des résultats. Alors, tu vas y réfléchir. Je ne vais pas y réfléchir. Je vais certainement prendre contact avec eux. Je voulais rentrer à la maison depuis longtemps. Une semaine plus tard, Quentin est arrivé à Bellefontaine, a rencontré les Lambert et a regardé la pièce qu'il proposait. L'annexe était tout à fait convenable. Une pièce spacieuse avec une entrée séparée, une petite cuisine et une salle de bain. C'était plus que suffisant pour un homme seul. Maman, ce sont des gens si gentils, a dit Quentin après la réunion. Intelligents, bien élevés, et ils ont des enfants merveilleux, un garçon et une fille, tous les deux très polis. Alors, tu déménages? Le mois prochain. J'ai déjà arrangé le télétravail avec mon patron. Ce soir-là, Alain m'a appelé. Sa voix semblait fatiguée et triste. Maman, comment vas-tu? Je vais bien. Et toi? C'est difficile. L'appartement est petit, cher, et le quartier n'est pas génial. Les enfants regrettent leur ancienne école et leurs amis. Et Delphine? Eh bien, Delphine n'est pas non plus de la meilleure humeur. As-tu pu trouver un travail? Je travaille toujours au même garage, mais c'est un long trajet. Je passe 2 heures par jour juste à conduire pour aller et revenir du travail. J'avais pitié de mon fils cadet. Il payait pour les erreurs de sa femme, mais il ne voulait pas se plaindre. Alain, peut-être que tu devrais chercher un travail dans une autre ville, quelque part où le logement est moins cher. Nous y pensons. Delphine dit que nous devrions essayer la grande ville voisine. Il y a plus d'opportunités là-bas et c'est moins cher de vivre. La grande ville voisine est l'endroit où Quentin travaillait. Quelle coïncidence intéressante. Maman, a poursuivi Alain après une pause. Je voulais m'excuser pour tout ce qui s'est passé, pour ne pas avoir pu empêcher le conflit. Alain, ce n'est pas ta faute. C'est juste la façon dont les choses se sont passées. Mais je savais que Delphine allait parfois trop loin. J'aurais dû intervenir plus tôt. Mon fils, on ne peut pas se mettre entre un mari et une femme. Tu as choisi ta femme et tu as bien fait. Mais tu es ma mère. Et je serai toujours ta mère. Quoi qu'il arrive, nous vivons simplement séparés. Cela ne veut pas dire que je ne t'aime plus. Alain s'est un peu réjoui. Maman, pouvons-nous venir te voir de temps en temps avec les enfants? Bien sûr. Ma porte est toujours ouverte. Mais je savais que tant que Delphine ne changerait pas d'attitude envers moi, il n'y aurait pas de véritable réconciliation. Et savoir si elle changerait était une grande question. Début novembre, Quentin a emménagé dans une annexe de la maison des Lambert. Il venait souvent me voir. Heureusement, ce n'était qu'à 15 minutes de marche. Il me racontait comment il s'installait, comment il s'en sortait avec le télétravail et comment se passait sa relation avec ses nouveaux voisins. Maman, ce sont des gens vraiment merveilleux, a-t-il dit. Robert m'a aidé à installer Internet et Céline me régale de pâtisserie maison. Et les enfants sont si bien élevés. Pas comme. Il n'a pas fini, mais je savais ce qu'il voulait dire. Les enfants Lambert n'avaient rien à voir avec les gâtés Chloé et Léo. À la mi-novembre, il s'est passé quelque chose qui a finalement montré la différence entre mon ancienne vie et ma nouvelle. Mireille a attrapé la grippe et je suis allée la voir tous les jours, je l'ai aidée avec les courses, j'ai préparé les repas et je me suis assurée qu'elle prenait ses médicaments. Bernadette, que ferais-je sans toi? A dit mon ami. Mes proches sont loin. Mes voisins sont des étrangers, et tu es comme une sœur pour moi. J'étais heureuse de l'aider. Enfin, je pouvais être utile et me sentir nécessaire. Dans l'ancienne maison, Delphine aurait clairement fait comprendre qu'une amie malade était mon problème et ne devait pas interférer avec la vie de famille. Quand Mireille s'est rétablie, elle a organisé un goûter de remerciement dans mon appartement. Claire, Madame Dubois et quelques autres connaissances communes sont venues. Le salon était plein de gens, de conversations et de rires. C'est si agréable que tu aies ton propre logement maintenant, a dit l'une des invitées. Tu peux recevoir des amis quand tu veux. Oui, ai-je convenu en versant le thé. C'est vraiment agréable. Et je le pensais. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je me sentais libre. Libre de choisir comment vivre, avec qui passer du temps, quoi faire de mon temps.
Delphine a appris qu'il ne fallait pas prendre la gentillesse des autres pour de la faiblesse ou leur hospitalité pour un droit de commander. Alain a réalisé qu'il faut protéger ses proches, même si cela crée des problèmes dans la famille. Et j'ai eu ce qui m'avait manqué ces 2 dernières années, la paix et l'indépendance. Un petit appartement où j'étais la seule maîtresse et la possibilité de vivre comme je l'entendais.